Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, comme le titre vous le dit, donc aujourd'hui, on va parler d'e-sport. Donc, l'e-sport, c'est tout ce qui est compétition de jeux vidéo. Nous avons la chance d'accueillir 3 acteurs de la région sur ce domaine-là. Donc, nous avons Lina Piche, qui est de la société La Source, David Banger de l'Olympique Lyonnais, ainsi que Stéphane Eutine, donc de LDLC Event. Et également, c'est pas écrit, mais il a la casquette de président de la Fédération France e-sport, donc qui travaille aujourd'hui avec le gouvernement directement pour la structuration de cette nouvelle activité sportive. Très rapidement, donc l'e-sport, aujourd'hui, on a 3 grands piliers pour la définir. Le premier, déjà, c'est la confrontation de personnes au travers d'un média numérique, donc le jeu vidéo principalement, pour en ressortir un gagnant. Donc que les personnes soient seules ou en équipe, c'est vraiment la capacité personnelle des joueurs ou de l'équipe qui doit définir en fait qui gagne, et non pas le code du jeu de manière avec un algorithme aléatoire. Donc ça, c'est les 3 grands points. Aujourd'hui, on a une évolution de l'e-sport. On peut dire qu'il a commencé vers les années 70, donc sur des formats qui étaient un peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le rétro gaming. Mais aujourd'hui, on a eu la chance, par exemple, donc le week-end dernier, d'accueillir la finale de League of Legends, donc des Worlds. Donc c'était vraiment la coupe du monde du jeu, où des chiffres assez ahurissants ont pu être vus au travers de la chaîne Twitch, donc tout ce qui est streaming et digital, là où les joueurs regardent. On a fait plus de 3 millions de vues sur la finale, plus de 200 000 sur la chaîne française, et notamment dans ces chiffres-là, on ne compte pas l'audience chinoise, puisqu'ils ont en fait une plateforme de streaming qui est à eux. Aujourd'hui, quand on voit les cash prizes, donc les récompenses des tournois, c'est en perpétuelle évolution. On a atteint des sommes, par exemple, ça fait beaucoup parler. Dernièrement, il y a eu une compétition sur le jeu Fortnite où le gagnant est reparti avec plus de 3 millions de dollars. On a beaucoup de choses comme ça où on compare un peu les récompenses e-sport sport. Aujourd'hui, on est au-dessus d'un grand chelem de tennis. Voilà. On rivalise avec les grands sports sur les récompenses. Alors aujourd'hui, l'écosystème e-sport, comment il fonctionne? On a les joueurs, on a effectivement donc tout ce qui est les franchises, donc les éditeurs qui sont présents, on a des marques, on a des organisateurs, on a des clubs, on va le voir tout à l'heure, qui essayent donc de vraiment travailler ensemble sur comment et pourquoi on organise des tournois, et quels droits on a, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'e-sport, on a quelque chose que le sport n'a pas, c'est le droit de propriété intellectuelle du jeu, puisque l'éditeur crée le jeu, donc il lui appartient. Si demain, vous voulez organiser un tournoi e-sport, il faut son autorisation. Ce n'est pas comme dans le sport où une fédération a le contrôle en fait, de l'activité. Si demain, le football veut jouer avec un ballon carré, on ne demandera pas à David son avis, c'est la fédé qui va voter et dire demain à David, ben voilà, tous tes joueurs vont jouer avec un ballon carré. Et ça, en fait, dans l'e-sport, on ne peut pas le faire, parce que le jeu appartient réellement à l'éditeur. Tous les schémas, tout ce que vous allez voir, j'ai oublié de le préciser, vous pouvez le retrouver sur le site de France e-sport, donc la fédération. On va aller un peu vite, mais si vous avez des questions, de toute façon, on sera là pour y répondre. Donc voilà, grosso modo pour l'e-sport en général. On parlait donc de la fédération France e-sport, donc je rebondis vers toi Stéphane. Est-ce que tu peux du coup nous présenter qu'est-ce que va faire la fédération, ou qu'est-ce qu'a déjà fait la fédération, s'il te plaît? Alors déjà, je vais mettre un petit bémol sur le mot fédération. Il faut faire attention, oui, évidemment, à ce terme qui implique en France qu'on a un engagement et un agrément d'État. Actuellement, nous discutons énormément avec l'État. Donc la France e-sport est je dirais le partenaire privilégié de l'État sur la stratégie e-sport en France. Nous avons des accords avec le ministère des Sports et le ministère du Numérique, qui sont un petit peu nos ministères de tutelle. Et depuis 2016, donc, les acteurs de l'e-sport se sont réunis autour d'une entité qui est France e-sport pour fédérer en fait l'ensemble des acteurs, sans parler de fédération sportive. On est loin encore de ce schéma.
L'idée de France eSport, elle est d'aller justement récupérer tous ces acteurs pour les mettre autour d'une table et de définir les différentes problématiques qu'il y a sous 3 segments donc, qui ont été dessinés, qu'on voit à l'écran. Donc le collège des joueurs, où on a un segment qui est plus associatif, plus tourné vers le pratiquant. Le collège des promoteurs, ça va être tous ceux qui apportent des prestations de services autour de l'e-sport. Et enfin, le collège des ayants droit, les éditeurs et créateurs de jeux, qui ont d'autres problématiques. Donc l'association réunit l'ensemble de ces acteurs en France. C'est un concept qui est unique au monde, puisqu'on est une des rares associations mondiales qui intègre les ayants droit. Ce qui fait de nous un acteur assez écouté actuellement au niveau international, avec cette politique de venir structurer l'e-sport en France, et pas que au niveau national, mais dans les régions, dans les localités, pour redéfinir la pratique compétitive d'une manière générale et venir protéger le pratiquant. Voilà les missions principales de France eSport. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as un chiffre sur, par exemple, combien de promoteurs il y a dans France eSport, combien d'acteurs on a pu référencer aujourd'hui sur le territoire? On a une centaine de sociétés, à peu près, un petit peu moins de 100 sociétés qui sont représentées sur le territoire français. On a identifié encore beaucoup qui ne sont pas chez France eSport, parce qu'il y a énormément de startups, on a énormément de nouvelles sociétés qui se créent, ou de sociétés actuelles qui viennent se spécialiser dans l'e-sport ou qui ajoutent une composante e-sport. Parce que c'est un outil de communication qui devient, je dirais, majeur maintenant pour les marques, tout simplement parce que vous touchez le 15-35, vous touchez les millennials, là où plus aucun support média ne les touche quasiment. Donc ça devient un outil qui compte dans les stratégies de marque, surtout qui cible ce jeune public. Merci. Du coup, tu me facilites la tâche puisqu'on va parler justement de la communication. Donc on va regarder 2 petites vidéos de l'Olympique Lyonnais. Hop. Justement. White collar never fit clean on me. Only thing nice is the chains on me. Playing dirty, trying to switch on me. Only thing pretty is the bitch on me. Work your wrist, ayy. I've been out here wildin'. Angel on my shoulder saying bout it. Typical rap shit. I swear to God, if my life get any more hard, you can bring a knife to a gunfight one day. I'ma have a night that can only end one way. If you're gonna crash, put the pedal down. 100 on the dash, residential now. Just a little dance with the devil now. Donc, du coup, David, on va enchaîner par toi, puisque du coup, c'est de l'Olympique Lyonnais qu'on parlait. Aujourd'hui, donc, l'Olympique Lyonnais, c'est un club de foot reconnu de Ligue 1, qui a fait partie des clubs qui ont fait le choix d'intégrer l'e-sport en interne, justement, du club. On le voit sur les vidéos, il y a un gros travail justement de communication au travers des joueurs, avec la représentation des marques. On a vu les joueurs embrasser le maillot pour l'amour du maillot, plus que finalement un simple joueur qu'on aurait pris pour le faire jouer sous l'effigie. Pourquoi ce choix et quelle direction le club a en fait avec l'e-sport du coup ? Bonjour à tous. Effectivement, on a pris le virage en 2017, donc en janvier 2017, avec une double stratégie, une stratégie en France qui est différente de la stratégie à l'international qu'on a pu déployer, notamment en Chine, dans un premier temps. Donc ça a été l'idée pour nous on va pas se cacher, de suivre un peu la tendance en Europe, et notamment avec le PSG qui a été moteur, en tout cas dans les clubs de foot en France, et aussi de se dire que pour évangéliser au mieux cette nouvelle activité, rien de mieux que de commencer par le jeu FIFA et FIFA Online en Chine.
Donc ça a été plutôt naturel et d'essayer de montrer aussi qu'on pouvait développer du business et être efficace sur cette nouvelle activité par le biais de ce jeu FIFA. Donc l'objectif, il est multiple, mais il n'est pas le même en France et en Chine. En France, on a vocation à toucher un public plus jeune. On se rend compte que dans la plupart des sports, et notamment dans le foot, le public jeune a tendance à fuir un sport particulier, mais est plutôt adepte de plusieurs sports ou du sport électronique. Et pour le coup, pour nous, c'était justement la vocation à étendre nos supports de communication. Donc on est présent à l'Olympique Lyonnais sur différents supports, réseaux sociaux notamment. On va de Snapchat à la télé, donc on va du public de 14 ans jusqu'au public de 70 ans. Malgré tout, il y avait des supports sur lesquels on n'était pas présent. Et notamment par le vecteur de l'e-sport, on pouvait atteindre une nouvelle cible en France. En Chine, c'est un peu différent. C'est qu'on a un déficit de notoriété de marque à l'international. Et pour le coup, en Chine, on a donc du coup un actionnaire chinois au sein de l'Olympique Lyonnais. On a aussi une joint venture qui a été créée là-bas et des équipes opérationnelles qui sont présentes là-bas. Donc on a eu une stratégie un tout petit peu différente de s'appuyer sur un partenariat local pour justement développer cette activité et s'appuyer finalement sur un acteur du marché qui s'appelle Edward Gaming pour faire rayonner la marque OL. Donc par le biais de la marque Lyon, la marque de la ville Lyon, avec Edward Gaming EDG. Donc la marque c'est là-bas, c'est Lyon EDG. Ce qui nous a permis d'avoir des beaux résultats, parce qu'en fait, il y a effectivement un double enjeu à chaque fois. Donc là, c'est un objectif de communication et de notoriété à l'international. En France, c'est plutôt un objectif d'aller chercher un nouveau public et de l'évangéliser un petit peu toutes les activités qu'on peut proposer aussi à l'Olympique Lyonnais. Et donc, du coup, ce qu'on a fait en France, à l'instar de la Chine, c'est plutôt d'internaliser ses compétences, d'obtenir l'agrément pour pouvoir avoir un cadre autour du contrat du joueur, et de développer l'activité nous-mêmes. Donc on s'est inspiré pas mal de l'écosystème, on discute beaucoup aussi avec l'écosystème, et notamment avec Stéphane. On regarde aussi beaucoup ce qui se passe. Et depuis 2 ans, donc on a un objectif de communication, donc on mesure énormément nos retombées sur l'activité, principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi les résultats e-sportifs qui nourrissent finalement ce reach réseaux sociaux. Et en termes de résultats, on est plutôt pas mal. On a eu une petite année un peu plus difficile l'année dernière, mais en gros, on a été champion de France en 2018 de l'Orange Ligue 1 avec Fouad Fares. Et on a été champion de Chine en 2017 et demi-finaliste de l'équivalent de la Champions League en Chine et Ballon d'Or en Chine 2017 sur l'activité FIFA Online. Depuis, on a un petit peu plus de mal l'année dernière, mais on a 2 joueurs, un joueur PlayStation, un joueur Xbox sur FIFA en France, qui font partie du top 50 mondial et du top 10 français. Voilà, et on a beaucoup de similitudes avec nos activités sport ou entertainment de façon large. C'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans l'e-sport, c'est que notre stratégie de 2020-2025 décrite par notre président, le claim c'est full entertainment. Donc c'est vraiment l'idée de se diversifier dans nos activités. Donc on le voit bien, on a pris une part dans l'ASVEL, on est en train de monter une académie de tennis avec Tsonga, on est en train de se diversifier sur l'activité futsal également. Et ben, l'e-sport fait partie de ces stratégies full entertainment et qui va se terminer en 2023 par une nouvelle arena qu'on va construire en face du stade et qui permettra d'accueillir des événements majeurs culturels mais aussi e-sport pour le coup. Est-ce qu'on communique, puisqu'on dit que l'e-sport est très proche du sport, est-ce qu'on communique finalement pareil à un sportif qu'on veut ramener au stade, à justement un e-sportif parce que ça, c'est la question de dire, grâce à l'e-sport, on touche justement une nouvelle cible, donc, qui est les millennials. Est-ce que les stratégies de communication, du coup, sont les mêmes sur les 2 canaux, ou est-ce que chacun a vraiment sa façon de communiquer ? Alors pas du tout, au contraire, il faut justement s'adapter au code de la cible. Et pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on a créé des univers différents, que ce soit sur YouTube, Twitch ou même sur Twitter. Donc on a créé des environnements particuliers. Malgré tout, on est sur un jeu grand public avec FIFA. Donc c'est plus facile aussi de relayer l'ensemble de ces messages via nos canaux et nos canaux traditionnels avec nos comptes de l'OL ou du Groupama Stadium. Donc c'est vrai qu'on va dire qu'un message sur 10 peut être relayé par la marque emblématique. Et puis l'ensemble des autres messages sont diffusés sur les réseaux spécifiques avec justement des codes. On a vu des montages un peu vidéo différents du sport traditionnel. Et puis aussi une logique de stream qu'on peut avoir ponctuellement sur des compétitions. Merci à toi. Aujourd'hui, on peut dire que l'e-sport peut être une opportunité pour de nombreuses marques, du coup, puisque vous en êtes l'exemple. On a une liste effectivement de marques qui travaillent ou qui interagit en tout cas avec l'e-sport. Stéphane, avec LDLC, c'est vrai qu'à la base, le cœur de métier du groupe, c'est de vendre de l'accessoire informatique. Toi, tu fais partie de LDLC Events, donc la partie événementielle de LDLC, et
du coup, vous avez monté un club e-sport qui est aujourd'hui de niveau au moins européen, si je dis pas de bêtises. Et comment vous avez fait le lien justement de dire on vend du matériel informatique, la cible des gamers, c'est ce qu'ils utilisent, on monte un club pour justement peut-être promouvoir tout ça. Donc comment à la fois tu gères un club et à la fois tu communiques aussi sur la marque qui est derrière? On a pris le parti en 2010, nous, d'investir l'e-sport, alors qu'il n'était même pas reconnu au niveau du grand public. On était vraiment sur un secteur de niche, parce qu'on avait cet esprit aussi de toucher notre cible cœur. Et notre cible cœur, c'était le passionné d'informatique, le passionné de jeux vidéo. Et donc on s'est dit qu'on allait attaquer cette cible-là. Donc en 2010, on a lancé un projet qui s'appelle Team LDLC, qui a d'année en année a franchi des étapes pour en 2014, avec une récompense mondiale qui a, pour la petite histoire, on a eu un scénario assez particulier sur cette année-là, puisqu'on a gagné une compétition mondiale qui nous a positionné comme meilleure équipe du monde. Mais le scénario marketing qui a eu lieu pendant ce week-end-là avec notre équipe qui a perdu en quart de finale, qui a été repêchée puisque l'équipe adverse avait perdu et c'était l'équipe majeure avait triché et c'était l'équipe majeure du championnat, nous a propulsé sur les réseaux. On a fait plus de 500 millions de tweets en l'espace d'une nuit, citant le mot LDLC grâce à cette action en fait. On est passé trend topic devant Star Wars au niveau mondial, enfin c'était n'importe quoi ce week-end. Et là on a compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se jouait, que on pouvait justement faire passer des messages sur une large communauté. Et donc on a décidé avec notre marque de nous engager professionnellement en 2016 en montant la filiale LDLC Event dont j'ai pris la tête et en transformant l'équipe Team LDLC, en la professionnalisant vers un business model plus proche du monde du sport, donc avec ce modèle économique, avec du sponsoring et tous les autres supports qu'on essaye de grappiller au monde du sport, puisque c'est pas encore simple. Tu l'as dit tout à l'heure, on a une propriété intellectuelle qui vient un peu jouer les fanfarons sur notre écosystème. Par-dessus, on n'a pas le ticketing parce que du coup, on n'accède pas on n'a pas de salle, on joue en ligne, donc on brise un petit peu tous ces modèles. Donc on doit s'adapter. Donc on a essayé de réinventer un petit peu notre modèle et on est toujours en phase d'apprentissage puisque les modèles, les jeux, les disciplines changent sans arrêt. Notre rôle, en fait, c'est de nous adapter constamment à ces nouveaux modèles dans le temps et de faire vivre notre marque et via notre vision de marque, faire vivre d'autres marques sur le projet. Du coup, on emmène des partenaires avec cette vision de marque en leur disant voilà, nous, on va pouvoir vous promettre un certain reach, un certain engagement sur un public bien qualifié. On est capable de s'engager sur les chiffres que l'on va atteindre et du coup, on les emmène en fait sur une phase de sponsoring très qualifiée. Merci. Lina, très rapidement, parce que tu es malheureusement un peu moins connu que tes deux camarades qui sont des grands groupes. Start-upeuse, donc dans le milieu de l'e-sport, cofondatrice de la start-up La Source. Est-ce que tu peux décrire pour les gens qui t'écoutent, qu'est-ce que La Source en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors La Source, c'est un centre d'entraînement dédié aux amateurs passionnés d'e-sport. On va pouvoir accueillir le grand public pour leur faire découvrir à la fois le streaming, comment streamer sur Twitch par exemple, comment s'entraîner avec du matériel on va dire performant, adapté pour l'e-sport. Il y aura aussi également, on va proposer également un bootcamp pour permettre aux équipes de découvrir l'expérience Gaming House avant les tournois, avant de se réunir entre équipes et vraiment s'entraîner intensément. Donc ça, c'est pour la partie grand public. C'est vrai que du coup, sur la partie marque, je sais que La Source accompagne quelques marques, justement, par exemple le club de rugby de Grenoble qui a monté son club, sa partie e-sport, en tout cas en récupérant des jeunes grenoblois qui avaient monté un club. Vous conseillez beaucoup les marques, vous les accompagnez sur cette partie-là. Comment on explique à une marque en fait, que l'e-sport, entre guillemets, peut être bien pour lui s'il n'est pas du milieu? Alors, en général, on les rencontre dans des salons, c'est eux qui viennent vers nous, en l'occurrence pour ces marques, pour que ce soit le club de Grenoble. Et ils ont vraiment une problématique, c'est on ne comprend pas l'e-sport, comment ça marche, comment on s'organise. Voilà, c'est plein de questions à la fois organisationnelles, à la fois budgétaires.
Et du coup, on est là justement pour répondre à leurs questions et trouver des solutions adaptées sur ce qu'ils recherchent en fait. C'est quels sont vos objectifs. C'est pas forcément créer une équipe e-sport, c'est pas forcément sponsoriser un événement, donner un naming. Tout est possible. Après, voilà, c'est vraiment écouter ces partenaires-là et pour pouvoir les guider dans l'e-sport. Merci. Du coup, ça c'est plus un débat qu'on va avoir tous les. Enfin, vous allez avoir tous les trois. Moi, je pose la question, après vous vous débrouillez. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est devenu le bon moment d'investir dans l'e-sport? Puisqu'on parlait d'investissement justement avec les marques. On voit que beaucoup de choses se passent, en tout cas dans le milieu. On a Louis Vuitton qui a sponsorisé la finale de League of Legends en créant des skins, donc des petits designs pour les personnages du jeu avec des tenues Louis Vuitton. C'est quand même assez unique sur ce positionnement. À mon avis, si Louis Vuitton y est allé, c'est pas pour rien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'il faut investir dans l'e-sport maintenant? Est-ce que c'est le lancement? Il y a deux sujets. Est-ce qu'il faut communiquer dans l'e-sport et donc investir dans la communication sur l'e-sport et investir dans l'e-sport, dans les modèles économiques de l'e-sport? Je pense que sur ces deux questions, voilà, il y a deux débats à avoir. On va peut-être écarter le côté investissement parce que ça dépend des modèles économiques, ça dépend des stratégies, mais on est plus sur, effectivement, est-ce que des marques doivent venir sur l'e-sport? La question est simple, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes une marque, vous vous adressez à du 15-35 et vous n'allez pas sur leur premier centre d'intérêt en termes de communication. Je retournerai presque la question, pourquoi vous n'y allez pas en fait? Où est le problème? Pourquoi vous n'y êtes pas? On a besoin de toucher notre cible quand on est une marque, je vois pour LDLC. Notre priorité est de trouver notre public et surtout de pas vieillir. Notre public ne doit pas vieillir. Une marque comme Vuitton, son intérêt était aussi de rajeunir sa marque dans les actions. Donc aller toucher un public plus jeune et montrer qu'ils existent aussi sur ce public jeune, ça leur permet d'aller rajeunir leur marque plus que de vendre des sacs à terme à des jeunes de 15 ans. C'était pas la stratégie initiale, mais ils ont besoin de cet effet de communication, de raconter quelque chose, et je pense que c'est un one shot, mais dans ce type de marque-là, l'e-sport ne peut pas être utilisé en one shot. C'est-à-dire que vous avez deux stratégies dans ce qu'on appelle l'e-sport, mais vous avez l'e-sport compétitif et l'e-sport spectacle. Sur l'e-sport spectacle, on va avoir tous les influenceurs. Vous avez la partie streaming. Donc là, sur des marques, vous avez cette façon de communiquer qui est un peu le one-shot. Vous avez un produit que vous voulez vendre, vous avez un ROI court-termiste. Oui, vous allez investir sur un influenceur. Il va vous faire vendre votre produit pendant quelques jours derrière le coup d'appel que vous faites avec lui, mais derrière vous racontez rien. Donc ça veut dire que votre marque, elle disparaît complètement dans le message. Et ensuite, vous devez recommencer à nouveau parce que c'est l'influenceur qui, lui, a pris l'image qui a pris le pas sur votre marque. Par contre, l'e-sport, on est sur un modèle qui est plus proche du monde du sport, c'est-à-dire que vous pouvez attacher votre marque à des valeurs. Et c'est à vous de vouloir injecter des valeurs. On parle beaucoup de RSE maintenant avec l'e-sport, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être touchés via le sport électronique. Vous avez la mixité, donc les problématiques de toxicité, les problématiques de handicap, des problématiques d'inclusion. Tous ces sujets qui touchent déjà les sociétés en termes de RSE peuvent être utilisés en plus en marketing et racontés avec l'e-sport. Donc on a ce phénomène de pouvoir s'engager avec une marque sur un événement e-sport, s'engager sur une équipe, sur un joueur, pour communiquer et puis pour pouvoir raconter une histoire, tout simplement. David, sur l'OL, vous, ça s'est passé comment justement? Je suis moins spécialiste que Stéphane, mais ce que j'observe effectivement, c'est qu'il y a des grandes marques qui investissent dans l'écosystème de l'e-sport. Donc je pense qu'une marque a tout intérêt de s'appuyer sur le storytelling que peuvent faire tous ces clubs et le reach qu'ils peuvent atteindre. Ensuite, sur l'investissement dans l'écosystème, effectivement, ça reste toujours du capital risque. Et on le voit, les acteurs qui lèvent des fonds et un acteur parisien, par exemple, qui a levé récemment, on voit bien que l'ensemble des clubs e-sport en Europe, de mémoire, ne sont pas rentables à date. Donc ça reste de l'investissement capital risque. Et pour le coup, je pense que ça reste quand même un bon timing en ce moment. Et on le voit par l'ampleur des cash prizes qui augmentent chaque saison. On voit aussi la structuration de l'écosystème qui devient de plus en plus professionnelle, qui devient de plus en plus lisible aussi aux yeux du grand public. Je pense que c'est un bon moment d'investir dans l'écosystème. On voit aussi la portée qu'a pu avoir la finale de League of Legends à l'accord Hotel Arena dimanche soir, donc, et le reach que ça a pu avoir et le public français que ça a pu engendrer. Donc je pense que c'est un bon moment pour investir, mais ça reste encore un peu risqué. En revanche, c'est effectivement, je dirais,
une dynamique d'entertainment futuriste et qui, à mon avis, indépendamment de l'audience numérique qu'elle peut engendrer, ça va générer aussi des audiences plutôt physiques. Donc c'est un peu l'inverse du sport. Finalement, on a commencé par des audiences numériques et on est en train de basculer en complément sur de l'audience physique avec le remplissage de stades. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Et c'est aussi le pari que l'OL fait avec la nouvelle Arena qui arrivera en 2023. Lina, en tant que start-upeuse, du coup, sur la partie investissement, est-ce que, si j'ai bien compris, donc vous accueillez les premiers joueurs pour les accompagner vers potentiellement la professionnalisation, peut-être même permettre à des clubs comme l'OL ou LDLC de trouver des talents qu'ils n'auraient peut-être pas trouvés dans la masse. Est-ce que des marques se sont intéressées à ce genre de nouveaux lieux qui vont arriver ? Est-ce qu'il y a de l'intérêt justement sur de l'investissement peut-être plus physique que digital justement en ce moment ? Alors oui. La plupart, il y a des marques qu'on a rencontrées qui justement ont ce besoin de se rapprocher de leur cible avec un lieu physique. C'est pour ça que il y a en l'occurrence des marques équipementiers de matériel informatique, bon pas forcément toi, mais qui veulent justement avoir un lieu où rencontrer le public amateur, découvrir si justement tester leurs produits, découvrir si justement le public est prêt à acheter ce produit-là. Voilà. Nous, notre centre, ça va être ça. Ça va être aussi à la fois un lieu pour montrer que la marque est accessible et locale, et à la fois un lieu pour faire tester les produits. Il y a de ça. Il y a après Orange également, nous de manière plus régionale, qui veulent vraiment plus avoir une stratégie d'image plus locale, avoir des lieux et justement pouvoir organiser des événements et rencontrer justement ce public-là. Très bien. Je pense qu'on a fait un grand tour sur le domaine. Il reste un peu de temps. Je pense que le plus simple, c'est que déjà, merci à tous les trois d'être là. On peut les applaudir. Et le petit quart d'heure qui reste, je vous propose d'interagir avec eux. Si vous avez des questions, si vous êtes curieux de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Ils sont là, donc profitez. On sait qu'ils ont des plannings assez chargés, donc autant en profiter qu'ils soient là. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Vous savez, vous êtes tous des pros de l'e-sport ? Ah, là-bas. Merci, bonjour. En termes de diffusion, on entend quasi exclusivement parler de Twitch. Est-ce que votre vision, est-ce que vous voyez d'autres plateformes aller sur le sujet, voire des broadcasters historiques comme chaînes de télé, ou est-ce qu'eux ont laissé passer le mouvement ou pas ? Alors bien sûr, il y a même une guerre qui va s'enclencher très rapidement là avec Mixer, l'arrivée de Mixer et Microsoft sur le sujet. On a vécu cette guerre, nous, il y a quelques années déjà avec Dailymotion et Twitch, où Twitch a gagné la guerre, a récupéré l'ensemble des influenceurs de l'écosystème e-sportif, et on a eu une explosion derrière. Amazon a racheté Twitch, donc ça a fait une sacrée histoire évidemment. Donc là, on sent venir évidemment cette guerre Mixer-Twitch qui arrive, parce que vous avez Mixer qui est en train d'investir sur des gros influenceurs pour drainer des communautés vers Mixer. Et je dirais c'est tant mieux, parce que le fait d'avoir un seul acteur qui se repose sur ses lauriers, on perd en innovation, on perd en développement. Donc le fait d'avoir un nouvel acteur comme Mixer, comme Microsoft, donc qui n'est pas n'importe qui, ça nous laisse présager peut-être des bénéfices pour l'ensemble des spectateurs qui vont investir ces nouvelles plateformes. Vous parliez aussi de tout ce qui est télé, médias. Il y a une problématique qui est claire pour les médias télé. On n'a plus de jeunes devant les télés, c'est aussi simple que ça. Les jeunes de moins de 15 ans ne regardent plus la télé. Ils regardent l'ordinateur, ils sont devant leur chaîne YouTube ou chaîne Twitch.
ces chaînes-là sont en mode panique presque, c'est-à-dire qu'ils étaient en mode réflexion et plutôt contemplation pendant un moment en se disant on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Maintenant ils se retrouvent en face de modèles économiques proposant de la gratuité sur Internet pour consommer des contenus vidéo. Là on se retrouve avec des chaînes télé qui effectivement se disent il va falloir qu'on investisse ce terrain, il va falloir qu'on trouve une solution pour investir ce terrain. C'est pas encore le cas, ils sont toujours pas là, j'ai pas vu de stratégie encore claire sur, alors je parle pas que de l'e-sport, hein, je parle vraiment de cette partie média, streaming, les VOD ils sont présents, on est sur de la VOD à la demande, on a des offres comme Netflix qui viennent, comme les Netflix Live qui viennent bousculer aussi la consommation, qui vont avoir une composante e-sport bientôt aussi, donc des contenus qu'on peut avoir de consommation sur les jeux vidéo vont aussi arriver sur des plateformes comme des Netflix qui vont pouvoir proposer à la demande des vidéos et des contenus tout comme, enfin c'est le mode de consommation qui change, qui va beaucoup vers ces systèmes d'abonnement et de contenu qui déshabille un petit peu le paysage audiovisuel, pas que français dans le monde, et qui justement amène de nouveaux modes de consommation. À nous, les marques, d'essayer de se positionner évidemment sur les bons modes, et qui font que, vu que les marques, c'est elles qui amènent un peu les financements de ces médias, ils vont être obligés eux-mêmes de trouver des solutions et se positionner sur ce secteur. Alors bonjour. Alors apparemment le business model de l'e-sport en France repose sur des produits qui viennent de marchés étrangers, par exemple Riot et Blizzard qui sont pas des entreprises françaises. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu dangereux d'être à la merci d'entreprises externes à votre marché local? Et ne pensez-vous pas qu'il faudrait à l'avenir développer des jeux e-sport français pour le marché français afin de garder la main et ne plus être dépendant du reste du monde? Alors, vous avez cité Riot, Blizzard, à savoir qu'il y a quand même Ubisoft qui, avec leur jeu Rainbow Six, ont une bonne scène e-sport, bon, malheureusement plus à l'étranger qu'en France. Il y a quand même une bonne communauté en France. Cela étant dit, oui, après c'est les relations avec les éditeurs que nous essayons de travailler avec France eSport. Et c'est pour ça qu'il y a des représentants en France de ces éditeurs-là. Peut-être la question c'est plus côté jeunes studios indépendants, des studios qui veulent qui veulent créer des jeux e-sport. Que l'argent circule de France à France et pas de France à ailleurs. Pourquoi, s'il vient de l'ailleurs aussi, c'est bien aussi. Non, je pense qu'il y a effectivement deux questions. Il y a la maîtrise de l'écosystème, c'est-à-dire maîtriser son propre modèle économique. Et oui, évidemment, si on est l'ayant droit et qu'on produit et qu'on est nous-mêmes l'éditeur ou membre ou propriétaire de la licence, c'est beaucoup plus simple. Donc, ou alors on a un partenaire local qui joue le jeu. Ça, je suis tout à fait d'accord que ça sera bien plus rentable pour tout le monde et meilleur pour l'écosystème. Là, actuellement, on est sur une révolution culturelle qui a quand même quelques années maintenant, mais la prise de possession des éditeurs de jeux sur l'e-sport, elle est récente. C'est-à-dire qu'avant, c'était les communautés qui ont détourné les jeux pour en faire de l'e-sport. Maintenant, on a des éditeurs de jeux qui d'abord ont dit « Ah, c'est un formidable outil marketing, on va aller dessus ». Maintenant, qui se disent « Ah bah tiens, c'est un formidable modèle économique, maintenant on va aller dessus ». Donc maintenant qu'on a des éditeurs qui considèrent que le sport électronique est un modèle économique, on va avoir des éditeurs, des développeurs qui vont créer des contenus et des jeux orientés vers l'e-sport et non pas détournés par l'e-sport. Ce qui fait que vous allez avoir des petits éditeurs indépendants ou des petits développeurs, des petits studios qui vont commencer à penser à mettre la notion d'e-sport au début du développement et pas comme ça a été souvent le cas et même sur des gros jeux où l'e-sport apparaît qu'à la fin du développement du jeu et ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit pensé en amont sur le jeu. Donc, et j'ai tout espoir que de petits studios soient capables de sortir des titres vraiment très, très, très porteurs. Je vous donne l'exemple, hein, Fortnite, c'est le jeu qui a été le plus explosif
en termes de viewership, en termes de joueurs. Derrière, oui, on a un grand éditeur, mais à l'origine, on avait un studio de développement qui n'était pas énorme. Riot Games, au tout début, c'était pas un grand studio. Quand on jouait à League of Legends, c'était dans le début des années 2010. C'était pas du tout, on n'avait pas d'imagination de voir le Riot avec Tencent derrière, le grand groupe chinois. On n'avait pas du tout cette vision-là. Ce sont des petits studios qui ont été rachetés après derrière. Donc le tout, c'est essayer de maîtriser l'écosystème et de pouvoir échanger avec ses ayants droit pour avoir la maîtrise des modèles économiques. Actuellement, je vous le confirme, on considère tous du collège promoteur dans France eSport qu'on est trop dépendant des ayants droit et de leur bon vouloir. Donc il va falloir qu'on essaye de trouver une sorte d'accord cadre avec ces éditeurs pour pouvoir fonctionner, développer nos modèles de manière pérenne, puisque la vision à long terme est plus compliquée à avoir. Surtout sur des titres e-sport qui peuvent du jour au lendemain disparaître. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je voulais compléter, c'est que pour moi, c'est que très récemment tous ces éditeurs-là ont recruté des personnes dédiées à l'e-sport. Blizzard, ça fait quelques années, qui eux recherchent des personnes spécialisées dans l'e-sport. Pareil, la plupart des éditeurs maintenant ont cette sensibilité parce que c'est là où ils font leur business. Et du coup voilà. Désolée. Ah oui, je pense pour compléter, pour un peu une redite de ce qu'a dit Stéphane, mais je pense que l'enjeu, il est surtout que les clubs puissent trouver en fait leur place au sein de l'écosystème et vis-à-vis des éditeurs, et surtout qu'on arrive à trouver un modèle pérenne et qu'on arrête d'investir tous les ans depuis 5 ans sans trouver un modèle fiable et pérenne dans le temps. Donc on y arrive progressivement. Ça passe par différents leviers, on l'a évoqué tout à l'heure, par le sponsoring, le partenariat, donc le modèle traditionnel sportif, mais aussi par des nouveaux leviers que l'e-sport n'a pas encore exploités, que sont le ticketing, le merchandising, et là on se rapproche pour le coup du sport, et qui demandent finalement un accès et des moyens supplémentaires, parce que le ticketing, du jour au lendemain, on ne peut pas créer une arena. C'est pareil sur le merch, il faut avoir un retour d'expérience, ou en tout cas d'avoir une expertise sur le sujet, et c'est pour ça que tous les acteurs de l'e-sport, bien souvent, se tournent vers le monde du sport pour grandir, comme nous, on s'est tourné vers le monde de l'e-sport pour grandir aussi sur le sujet. Donc je pense qu'il y a un intérêt à vraiment que les deux mondes se rapprochent, c'est aussi pour ça que l'intérêt est grand, et c'est aussi pour ça que France eSport s'est rapproché du CNOCF pour justement avancer sur le sujet. Je rebondis à ce que tu disais, David. Là, tu parlais justement de choix. L'OL a choisi 2 jeux. Deux jeux. Un jeu, c'est FIFA, parce que c'est dans son ADN, justement, parce que c'est le foot. Mais est-ce que demain, on parlait de communication, il y aurait d'autres jeux qui pourraient intéresser des clubs de foot? On voit, par exemple, le PSG qui s'est mis sur Dota, qui est un jeu de stratégie qui n'a strictement rien à voir avec le foot. Est-ce que c'est un choix finalement stratégique de communication, ou on suit la vague et on va sur des jeux où il y a du business justement, parce qu'on sait que Dota a des cash price monstrueux ou autre? C'est une très bonne question. Non, en fait, on s'est évidemment lancé sur FIFA parce que c'était le jeu le plus compréhensible et le plus grand public, et vis-à-vis de nos fans historiques, c'était beaucoup plus compréhensible au départ. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas l'écosystème et ce qui se passe autour de nous, autour des autres jeux. On a bien vu que les autres clubs s'étaient lancés. Les structures e-sport dédiées à l'e-sport grandissent sur différents jeux et pas forcément sur FIFA. Donc nous aussi, on regarde l'écosystème. On n'a pas, pour le moment en tout cas, un plan établi. On a à coup sûr, en tout cas, vocation à développer cette arena, à continuer à regarder l'écosystème, à grandir lentement mais sûrement, et à essayer de monter des partenariats, pourquoi pas par l'avenir, comme on a pu le faire en Chine. Donc oui, les autres jeux nous intéressent. On veut montrer aussi qu'avec une structure FIFA, on peut être rentable, ça prend un peu de temps. Donc il y en a une qui est à peu près rentable et l'autre un petit peu déficitaire. Mais en tout cas, progressivement, on y arrive. On se rend compte aussi qu'en étant sur un jeu, on n'a pas de storytelling tout au long de la saison qui fait qu'une marque, de grande marque, puisse investir massivement. Donc souvent, c'est des contrats de sponsoring qui sont mutualisés avec d'autres activités du groupe. C'est un peu l'histoire de l'OL féminin aussi au départ. C'est-à-dire qu'on avait des contrats mutualisés avec l'équipe masculine et maintenant, on commence à avoir des contrats de sponsoring dédiés à l'équipe féminine. On essaye justement d'aller dans ce sens-là. Ça veut dire aussi partir sur d'autres jeux, d'essayer de trouver de nouveaux leviers autour de nos activités pour attirer des nouveaux sponsors. Donc ça pourra nourrir notre storytelling pendant toute la saison. Donc oui, on regarde, mais on n'a pas de plan encore établi sur le sujet. D'autres questions? Oui,
J'en ai une concernant l'univers de la formation. Il n'a pas été vraiment expliqué ici. Il y a le Gaming Campus qui existe, je crois, à Lyon. Il y en a d'autres en France. Et ma question, c'est, en fait, par exemple, quand vous avez développé tout ce qui était fédération, enfin, je sais que vous n'avez pas le terme, mais justement, tout l'univers de la formation était absent. Et vous parliez pourtant de l'écosystème de développeurs. Il n'est pas absent, hein, je vous rassure. Justement, il ne faisait pas partie des 3 grands acteurs. Enfin, formation, ce sont les promoteurs. Hein. Vous avez les promoteurs, tous ceux qui offrent des services sont dans le collège promoteur, dans l'association. La problématique qu'on a eue sur les écoles à formation, c'est qu'il fallait d'abord savoir où on voulait aller avant de pouvoir se positionner un mode fédéral, même si on n'est pas une fédération, on n'aime pas le terme. On a les responsabilités d'une fédération, parce que maintenant on est en train de signer des agréments avec l'État sur ce sujet-là. Donc pour nous, le modèle fédéral, il est responsable de la formation des formateurs. C'est déjà le premier point sur lequel on va travailler, c'est-à-dire que ce qui va être promulgué, qui va être produit en fait dans ces centres de formation de joueurs, ça doit dépendre du modèle Francisport. Ça, c'est le premier sujet. Par contre, dans ces écoles que vous citez, vous avez énormément de pléthore de métiers qui sont formés, pas joueurs en particulier, donc certains le font, mais parmi, je dirais, c'est un pouillème de ce qu'ils font, heureusement. Pour moi, le joueur, il apprend à jouer dans un club sportif et il apprend un diplôme dans une école. On n'apprend pas à jouer dans une école, on apprend un métier. Et dans ces écoles-là, comme le Gaming Campus à Lyon par exemple, vous apprenez énormément de métiers, ce sont des métiers de la communication, du business, qui sont complémentaires à l'e-sport, mais complémentaires à n'importe quelle autre filière. Donc il y a une spécialisation qui est jeux vidéo, pour autant ça vous ouvre quand même des métiers sur d'autres filières si vous le désirez. Donc sur la stratégie, j'ai pas de cachotterie à faire. Sur la stratégie de Francisport, nous on va chercher à homologuer ces écoles. À homologuer dans un sens où on veut s'assurer qu'au moins l'accueil de ces écoles répond à un cahier des charges minimum pour les étudiants, pour s'assurer justement que les parents, quand ils posent leurs enfants dans ces écoles, quand ils inscrivent, qu'ils payent des droits d'inscription, ils soient devant une école qui réponde à un minimum d'accueil, puisqu'on a, comme dans tout secteur, il n'y a pas que le secteur du jeu vidéo, malheureusement et bien heureusement, mais bien heureusement pour pas cliver le secteur, et malheureusement parce que dans d'autres secteurs on a les mêmes maladies, on a des écoles qui sont là pour faire du profit, qui ne sont pas là pour former des étudiants pour une demande de marché. Donc à nous d'essayer de créer des outils pour venir, pas policer, mais de structurer le secteur jusqu'à la formation, parce que ça va faire partie de nos prérogatives. Alors moi, ma question, ce serait pour savoir comment est-ce que vous jugez qu'un jeu est e-sportivement rentable et de décider de créer une équipe pour la compétition dans ce jeu. Alors un jeu e-sportivement rentable, donc déjà c'est difficile, parce qu'on l'a dit, les modèles économiques même, pour moi ça n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'il faut plutôt imaginer un modèle économique rentable qui va s'appuyer sur des jeux, plutôt que d'imaginer à investir sur un jeu qui va être rentable. C'est pas le jeu en lui-même qui va nous apporter une rentabilité, c'est juste un support. Par contre, on sélectionne nos jeux. Évidemment, on a plusieurs critères qui font qu'on va ou pas se lancer sur un jeu. Et vous avez la communauté. C'est important de savoir si on a une communauté qui est capable de répondre positivement à l'implication d'une équipe. Vous avez comme critère donc le gameplay du jeu, c'est-à-dire qu'il faut se positionner aussi sur le contenu du jeu. Alors nous, on a une particularité, on fait attention à la norme PEGI. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est en dehors de notre réflexion habituelle, c'est Counter-Strike, qui est sur du PEGI 16, PEGI 18, plutôt PEGI 16 en compétition. On s'est positionné sur ce jeu parce que historiquement, on a toujours été sur ce jeu, donc on est toujours sur ce jeu-là, mais on n'ouvre pas d'autres jeux PEGI 18, parce que c'est problématique pour toutes les communications de marque qu'on a derrière. À chaque fois que ce sont des jeux de guerre ou autres, c'est sûr que communiquer sur des jeux de guerre, il y a des marques qui sont ouvertes à ces communications-là, parce que c'est dans le secteur de leur cible, et il y a d'autres marques qui c'est du no-go. On veut vraiment pas y aller. Je prends pour exemple, on a cité Orange tout à l'heure. Orange, par exemple, en France, ne sponsorise aucune compétition ou équipe sur Counter-Strike. S'ils sponsorisent des équipes, vous voyez que le logo Orange disparaît quand on parle de Counter-Strike. A contrario, vous allez en Espagne, Orange Espagne, lui organise des compétitions sur Counter-Strike.
Donc il y a une notion importante de connaître culturellement le pays et la vision des marques dans le pays avant de pouvoir positionner ou non votre stratégie sur un titre. Donc voilà, on sélectionne en fonction de la puissance de ces communautés, donc les réseaux sociaux, voir comment se sont emparés les réseaux sociaux de ce jeu. Et troisième pan, c'est la compétition. Nous essayons de nous positionner sur des jeux qui sont compétitifs et vont nous apporter une promesse qui va le plus loin possible dans le temps. Alors l'exemple parfait, c'est Fortnite. Fortnite, nous ne sommes pas actuellement sur Fortnite, alors que tout le monde s'est jeté dessus quand il est arrivé. C'est très compliqué pour nous d'avoir une vision claire de Fortnite, puisque tous les 3 mois, ils changent les règles du jeu. Ce qui fait qu'un club n'arrive pas à répondre à une promesse auprès de ses joueurs et de ses pratiquants. On ne peut pas engager des joueurs. Quand je dis engager des joueurs, on a un programme très particulier, nous, sur les étudiants, qui est le premier programme qui a été lancé en France sur ce sujet-là, d'e-sport études. Donc, on a un partenariat qu'on a signé avec Tony Parker, la Tony Parker Adequate Academy, sur lequel on sélectionne des joueurs qui vont passer leur lycée à étudier, à passer leur bac. C'est leur première mission. Et derrière, leur deuxième mission va être de prendre des compétences dans le jeu, puisqu'on va leur ajouter une composante e-sportive, là où normalement ils ont une composante sportive dans le sport-études. Ils font quand même du sport, je vous rassure, ils ne font pas que du jeu vidéo. Mais par ce biais-là, on est obligé de faire attention à l'avenir des jeunes dans la compétition. Si sur Fortnite, la problématique qu'on a, c'est que je ne peux pas rentrer un jeune en lycée en seconde en lui disant dans 3 ans tu pourras être joueur professionnel, si je ne suis même pas sûr que le jeu dans 6 mois il est toujours là. Et un Fortnite ne nous apporte pas de sécurité. Donc on a un besoin aussi d'avoir une visibilité sur le long terme, ce que Riot Games nous apporte, puisqu'on a ouvert la section League of Legends. On sait exactement où veut aller Riot Games. On a eu des grosses discussions avec l'éditeur qui nous permet de voir que sa construction va vers un épanouissement du jeu et un maintien des investissements qu'ils font sur le jeu dans les années à venir. Donc voilà un petit peu les 3 grands critères qui fait qu'on se positionne ou non sur un titre. Après, on va avoir des critères qui sont peut-être plus liés au club. Un club sportif va essayer naturellement de se positionner vers le jeu de son sport, s'il y en a un. Parce que c'est sûr que au curling, ça ne doit pas être évident. Mais dans un club de foot, forcément FIFA et tout, ou PES sont des jeux qui ont une résonance dans les communautés. Voilà, mais ce sont les grandes stratégies de choix, je pense. Il y a plusieurs sensibilités à avoir, et surtout, la sensibilité que j'ai, c'est moi, je suis une marque, je veux communiquer sur un jeu, est-ce que je peux communiquer sur le jeu? Est-ce que j'ai pas des problématiques à apposer ma marque avec ce jeu-là? Et est-ce que le jeu n'a pas de problématique avec ma marque? Puisque vous avez des marques qui ne peuvent pas aller sur certains jeux. Je vous parle de certaines, ce sont des chartes que vous avez sur les jeux. Les marques d'alcool ne peuvent pas y aller, les marques de cigarettes ne peuvent pas y aller, les marques pornographiques ne peuvent pas y aller. Donc tous ces sujets-là sont aussi à avoir une réflexion. Enfin, la marque doit avoir une réflexion sur où est-ce que je peux aller ou où est-ce que je ne peux pas aller. La FDJ, par exemple, qui est une marque française, ne peut pas aller sur tous les jeux parce que vous avez un risque d'identification à la loterie que certains éditeurs ne veulent pas associer à leur titre. Donc vous ne pouvez pas mettre FDJ sur League of Legends, donc Riot Games. Vous ne pouvez pas mettre FDJ sur FIFA. Vous pouvez mettre FDJ sur du versus fighting, donc toute la partie Street Fighter, tous ces jeux-là, ça fonctionne. Donc FDJ essaye de se positionner là où il peut aussi. Voilà. Une dernière question, il reste un peu moins de 5 minutes. Oui. Je voudrais revenir sur les études dans le milieu de l'e-sport. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une dévalorisation du diplôme de la part de certains employeurs par rapport à un étudiant qui sort de cette formation-là, qui sort de cette licence, qui a eu les mêmes cours que quelqu'un qui est en études de marketing, de communication ou quoi, mais il va être à l'embauche, il va être dévalorisé comparé à une personne qui est sortie d'un cursus, on va dire, traditionnel, quoi. Alors moi, j'ai encore espoir que en France, on base beaucoup sur son entretien individuel et moins sur le CV, et que moi, c'est en rencontrant les personnes que j'ai un match ou pas. Voilà, c'est un peu le Tinder du professionnel. Quand je vois la personne en face de moi pendant l'entretien, son école, à la limite, ne m'intéresse même pas. Je sais quel cursus il a eu à l'école. C'est plutôt les expériences de vie qui va m'amener, et donc la richesse personnelle qui va amener dans mon entreprise. Donc il ne faut pas vous positionner ces écoles-là forcément comme quelque chose qui va nous cliver.
je pense que ça peut être des forces aussi pour d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'une société qui, elle, n'a pas du tout de vue sur la partie jeux vidéo ou autre, et qui viendrait vous auditionner pendant un entretien individuel sur de la data, parce que vous venez de la data dans une école qui est spécialisée dans le code et la data dans le jeu vidéo, pourquoi elle n'ouvrirait pas ses portes justement à quelqu'un d'autres univers pour venir s'enrichir? Je le vois plutôt comme ça. Après, on a toujours cette problématique clivante, par contre, générationnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des personnes qui n'ont pas vécu la révolution numérique, qui n'a pas eu de console dans son salon. Toutes ces personnes-là ont plus de difficultés, généralement, à aller vers le jeu vidéo comme quelque chose de valorisant. C'est plutôt, on le montre un petit peu du doigt. On a une révolution culturelle que nous subissons depuis des années. C'est la même révolution qu'ont eu nos grands-parents dans le temps avec le rock'n'roll. Voilà, c'est quelque chose qui était la musique du diable à l'époque, ils ne comprenaient pas. Donc on a cette même révolution culturelle qu'on subit avec le jeu vidéo. Maintenant, ça va s'effacer dans le temps. Mais c'est vrai que ceux qui sont en train de piocher en ce moment et qui creusent les sillons, c'est plus difficile que pour tout le monde. Par contre, ils auront creusé. Je pense que l'expérience de creuser leur apportera beaucoup de choses. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci encore à tous les trois. Merci à vous de votre présence. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viendraient, je pense qu'ils vont rester un petit peu derrière. Ils auront un peu de temps. Merci à vous.